Voilà. Donc, bonjour Ninon. Aujourd'hui, Bonjour. nous sommes là pour une enquête Griffasie, donc l'enquête numéro 138. Je suis Sylvie, je serai l'opératrice ce soir et toi, Ninon, tu seras l'opératrice de support. Tu me confirmes que tu ne connais pas le sujet de ce soir, d'aujourd'hui? Non. Ok, très bien. Donc, en 2 mots, cette enquête, elle est en 2 parties, avec une partie fixe. Et puis, dans la deuxième partie, nous explorerons à partir de tes premières réponses. Et c'est une enquête qui est faite en plusieurs langues, dans plusieurs pays en même temps, et qui sera diffusée donc sur la chaîne des enquêtes Griffasie. Donc, dis-moi simplement ce que tu souhaites comme décompte. Un décompte 5 de à 5, 1. c'est Ouais. bien? Ok. Alors, je te propose de fermer les yeux. Profond d'inspiration. Je sais que tu es bien habitué, mais prends quand même le temps de te relaxer, de te recentrer. Et je vais compter de 5 à 1. Pendant que je compte, tu continues à te détendre et à relaxer tous tes muscles. 5, 4, 3, 2, et 1. À mon 3, connecte-toi avec le terme Elohim et dis-moi ce que tu perçois ou visualises. 1, 2, 3. Alors, pour moi, Elohim, ça représente tous les êtres ailés. C'est lié aux ailes, à un rang. Pour l'instant, c'est ce que je vois. Ouais, de la lumière, des ailes blanches, mais bon. Ouais. Ok. Est-ce que tu perçois autre chose lié à ce terme Elohim? Que c'est faux. Que c'est faux? C'est pas le terme originel. Ok. C'est lié à une culture. Mhm. Si je pose la question différemment, ce qui est la deuxième question, comment tu perçois si je dis que sont les Elohim? Ce sont des êtres éthériques ailés qui se manifestent de manière avec des ailes. Euh, leur fréquence varie et leur polarité et leur hostilité envers l'humanité aussi. Voilà. Ils sont pas tous négatifs, en tout cas. Ils sont passés comme ça. Leur polarité varie aussi, c'est ça que tu as voulu dire avant de parler Ouais, d'hostilité? ils n'ont pas forcément un sexe défini, mais disons qu'ils ont des énergies qui varient quoi, Ok, bon, sur on le plan. va. Mais ils sont essentiellement éthériques, ils n'ont pas de corps. Hein. Ils peuvent se matérialiser, mais c'est pas leur fonction première. Ok, bon. Ok, très bien. Je passe à la troisième question. Y a-t-il un lien entre Elohim et la religion? Oui, non, partiellement. Ouais.
C'est un nom qui est utilisé à travers une culture et une religion, mais ça peut être comme les anges, ça peut être les archontes, ça peut être les dragons, les Anunnaki, ça peut être plein de choses, les Elohim, ça peut être beaucoup de choses. Est-ce que tu peux préciser un tout petit peu ce que tu veux dire? C'est dans le sens que c'est un terme utilisé par la religion au même titre que archange, ange, etc. Ouais, c'est un égrégore, quoi. Okay. D'accord. Mais derrière ça, il y a plusieurs mots pour représenter les Elohim, mais ça reste la même chose dans l'essence. Okay. Tout ce qui représente les êtres ailés dans les cultures et religions terriennes, on va dire. Okay. Et là, je vois plus lié au monde hébraïque le mot Elohim. Mm-hmm. D'accord. C'est comme un mantra un peu. D'accord. Alors, je passe à la question suivante. On reviendra sur ces points. Recherche et observe toutes les connexions possibles entre les Elohim et la planète Terre en ce qui concerne les temps décrits dans l'Ancien Testament. Moi, je vois 13 000 ans pour les Elohim. Et je les vois manipuler la grille, le champ énergétique autour de la Terre. Ils sont capables de créer la matière à travers leur conscience. Et on va dire l'énergie vitale. Voilà. Pour l'instant, je vois ça. Je vois des êtres qui sont à l'extérieur de la Terre et qui créent un espèce de champ autour de la Terre et petit à petit qui créent des choses à l'intérieur. Dessus. Donc qui favorisent ou défavorisent certaines choses. Voilà. Et 13 000 ans, c'était la période, donc les temps décrits dans l'Ancien Testament, ça te ramène à 13 000 ans, c'est ça? Ouais, comme les Anunnaki. Tu veux dire que c'est antédiluvien. Ok. Un truc qui m'est venu. Ah oui, le soleil, il y a un lien avec le soleil. Lien avec le soleil. Lien Ouais, des Elohim avec le soleil, c'est ça? Ouais, ils sont à l'origine de tous les cultes autour du soleil. Ok. Du coup, puisqu'on est sur la question de leur lien avec la planète Terre, tu veux dire que c'est tous les cultes partout sur la planète autour du Tout à soleil? fait. Je pensais à l'Égypte, mais il n'y a pas que ça. Il y a déesse mère aussi. Beaucoup de choses. Tout ce que autour de. Et ce qui me venait, c'était que c'était une énergie qui avait créé le patriarcat, en fait. Une des énergies qui a favorisé l'énergie masculine dominante. Dominante dans le sens où il y en a plus, pas forcément négatif, mais Ouais. déséquilibré, on va dire. Ouais. Ok. Justement, on va continuer un peu là-dessus. Ça veut dire que tu les perçois plus particulièrement. Comment, enfin, on va rester dans la question générale. Décode déjà l'ADN éthérique des Elohim et reconstruit leur forme originelle.
Alors moi, mes non-humains. Mhm. J'ai l'impression qu'il y a un peu un mélange de tout ce qui pourrait être représenté dans les êtres exogènes. J'ai eu reptiloïdes, humanoïdes et insectoïdes essentiellement. Mais c'est comme s'ils étaient une origine un peu, je sais pas comment expliquer. Ils étaient peut-être plus anciens. Ah, ils ont un sang, ouais, je sais pas, en tout cas, ils ont un sang plus ancien que ceux qui viennent nous voir maintenant. Mhm. En ADN, pour moi, ça vient. Mhm. Et la Et forme originelle, parce qu'ils sont mieux spécifiques. Je vois un espèce de. Ce serait pas un phénix, comment on appelle ça? Un griffon. Euh, non, argenté. Voilà. un Avec griffon des. enchanté, tu peux Ouais. décrire un peu pour Au niveau éthérique. Hein. Mhm. Au début, je pensais à un phénix, mais il est très épais au niveau du cou, de la tête. Euh, il a vraiment des grandes ailes. Et la couleur est grise, mais il n'y a pas forcément de luminescence par contre. C'est pas un être forcément lumineux. Mhm. Enfin, très lumineux en tout cas. Ok. Il a une certaine couleur, donc il a de la lumière, mais il n'est pas. Voilà. C'est comme si le gris, ça représentait quelque chose de neutre, en fait, entre l'ombre et la lumière, dans Mhm. leur origine. Donc ça, c'est parce que tu le décris, tu en perçois un en particulier ou tu dirais qu'ils sont tous comme ça? C'est leur égrégore principal, quoi. C'est ce qui les représente de manière générale. Ok. À l'origine. Ok. Très bien. On va continuer sur la ligne temporelle après. Donc pour l'instant, on laisse ça là. Et on continue. Je passe à la question suivante. Les Elohim représentent-ils une espèce ou une race? Ce qui me vient, c'est race. Mhm. Mais quelque chose de. Ils ne se sont pas créés eux-mêmes. Ils ont été générés par quelque chose d'encore plus éthérique qu'eux. Une autre conscience. Mhm. D'accord. On y reviendra dans ce cas. Très bien. Alors, les Elohim ont-ils un corps sexuel? Oui, non, partiellement. Tu l'as Non. évoqué tout à l'heure. Pas de corps sexuel, tu dis. Tout à l'heure, quand tu as parlé d'énergie un peu patriarcale, dominante, etc., c'était donc pas en Ça, lien avec un corps sexuel. c'est quand ils entrent dans la matière, ça. Mais c'est surtout lié à leur valeur, plus qu'à leur sexe. Hmm. Donc pas de corps sexuel, d'après toi. Ok. Dans ce cas, est-ce que tu observes un corps mental? Ouais. Oui. Est-ce que tu peux l'observer et donner ses caractéristiques? Il est rigide, très, très rectiligne et un peu lent pour permettre de prendre des décisions très réfléchies. Ok. Mais c'est pas arborescent.
Qu'est-ce que tu veux dire par là? Hum, leur mémoire, hum, leur mental, les choses sont rangées dans des boîtes et ils sont plutôt catégorisants. Ils font ils relient pas les choses aussi facilement que pourraient faire d'autres. Eux, ils rangent dans des boîtes. Ils séparent les choses Mhm. dans leur pensée. D'accord. Ok. Est-ce que tu perçois autre chose par rapport à ce corps mental? Il est un peu plus dominant que le cœur, l'énergie émotionnelle. Attends, Mais ils en ont un. on y vient. Alors, justement, le corps émotionnel, est-ce que tu en vois un? Oui, mais il est atrophié Atrophié. par rapport au nôtre. Ok. Donc, ce que tu allais dire tout à l'heure, c'était par rapport à ces émotions, justement. Ils ont une capacité, mais elle est moindre. Ils les utilisent plus comme des alarmes. Ils maîtrisent leurs émotions à travers le mental. La capacité à l'intuition, elle est plus rare. Capacité à l'intuition est plus rare, c'est bien ça? Ouais. Et pourtant, ils sont en fréquence élevée. Mhm. C'est surtout leur troisième œil chez eux qui est fort. Mais c'est pas une intuition du cœur. Je sais pas comment expliquer. C'est plus une reliance à un champ d'information, une ouverture de conscience de leur mental, mais pas du cœur forcément. Pas trop comment expliquer ça autrement. Mhm. Non, mais ça va, c'est clair. C'est donc une reliance qui passe davantage par le mental Mm. ou oui, par le troisième œil, tu disais, c'est ça? Ouais. Que par le cœur. Mm. D'accord. Ok. On continue. Tu te sens toujours OK? Mhm. OK. Alors, question suivante. Les Elohim existent-ils actuellement? Oui ou non? Oui. OK. Qu'est-ce que tu peux dire à ce sujet? Ils nous surveillent de loin parce qu'il y en a, ils ont leurs descendants qui sont présents sur Terre. Leurs descendants, pas forcément terriens, mais en partie certains, avec les hybridations, mais leurs descendants exogènes, on va dire, les entités extraterrestres. Euh, donc ils regardent de loin, quoi. J'ai l'impression qu'ils sont plus maintenant représentés comme un peu les sages, quoi, les anciens, on va dire ça, pour ces entités-là. Des sages, des anciens par rapport aux entités actuelles, tu veux dire, ou par rapport aux humains? Ouais, non, par rapport aux entités actuelles. En OK. gros, eux, les entités actuelles, c'est le futur des Elohim. Les Elohim, c'est les anciens et ils sont un peu les ancêtres et dans la mémoire de ceux actuels. Et ils sont sur un plan éthérique plus vaste que eux. Les plus vastes, c'est les Elohim, j'ai bien compris. OK. D'accord. Mais bon, ils sont de la même lignée, hein. La même lignée. OK. Et alors, dans ce cas, tu as un petit peu répondu, mais où est-ce qu'ils vivent? Est-ce que tu peux situer? Bon, ce qui me venait, c'était certains viennent de temps en temps à la constellation des Pléiades, vers Orion aussi. Euh, OK. Donc, pas sur Terre directement. non, pas. D'accord.
Désolée, je suis en remue. Je t'en prie. Ok. Est-ce que tu perçois ou visualises une forme d'organisation sociale entre eux? Une forme d'organisation plus large. Eux, ils sont organisés par lignée, race, espèce, tout ça, là. Eux, ils ont une fonction bien précise, les Elohim, hein, les argentés, comme ils disent. Et Ne va pas si vite, s'il te plaît, que j'ai le temps de bien entendre. Tu dis, ils sont organisés par lignée, par race, ok, et ils ont une fonction bien particulière. oui, les argentés. Les argentés, c'est un terme qui désigne les Elohim ou autre chose? Bah, leur couleur. D'accord. Ce que tu disais gris tout à l'heure. Oui, c'était. Je dis argenté avant, mais c'est pas. Ok. Et donc, je retrouve ma ligne. Donc, ils sont organisés. Alors, eux, c'est plus le conseil des sages, les Elohim. Ok. Et leur fonction, elle est créatrice. Et eux, ils ont le libre arbitre de faire soit l'ombre, soit la lumière. C'est eux qui ont permis que certaines parties des humains aient l'empathie, contrairement à d'autres. Ok. Ok. Tu les as décrits comme des êtres essentiellement éthériques. De quelle manière est-ce qu'ils se nourrissent? Alors, est-ce qu'ils se nourrissent? Ils se nourrissent des leurs, des morts. Ils sont pas éternels. En gros, c'est comme si quand ils mourraient, après, c'est pas la même temporalité que nous, hein, mais ils créent un espèce d'inconscient collectif et ils allaient puiser dans cette énergie-là, les Elohim, hein, on parle pas des entités actuelles, pour se nourrir. C'est un peu bizarre. Mais... Ok. Ok, donc finalement, ils se nourrissent uniquement entre eux. Ben ouais, ça crée une espèce de déséquilibre à force, comme si ça me fait penser au clonage. Je sais pas comment expliquer. C'est au bout d'un moment, ça crée des failles, quoi. Je sais pas comment dire. C'est pour ça qu'actuellement, dans cette lignée-là, il y a plus d'ombre que de lumière, quoi. Et plus de personnes qui. Ouais, le mot qui me vient, c'est impureté. C'est ça. Donc en gros, tu le vois comme un système un peu dégénératif. Ouais. Ou à force. Ce qui pourrait se nourrir autrement, mais en fait, ils ont pas l'accès au cœur. Il y a quelque chose à ce niveau-là qui a été bloqué. Et du coup, le fait de se nourrir des morts, ça fait mourir la lignée petit à petit, en fait. Et c'est pour ça que ceux actuels, ils vont se nourrir ailleurs. Ils voudraient être autre chose que ce qu'ils sont, en fait. Ils cherchent à travers la substance qu'ils nous veulent, c'est comme un moyen de se matérialiser, de devenir nous, en fait. C'est dans leur inconscient collectif. C'est pas forcément conscient chez eux. Mais ça vient des Elohim. Quand tu dis les actuels, tu parles des Elohim ou tu parles des autres entités? Des insectoïdes, reptiloïdes et humanoïdes. D'accord. Ok. Donc, d'après ce que tu dis, les Elohim, ils ne se nourriraient pas des humains actuels. Pas eux, non. Pas directement. D'accord. Mais est-ce qu'ils ont aujourd'hui encore une connexion avec la planète Terre? Aujourd'hui, dans l'ici et maintenant? Ah oui, ils surveillent, oui, ce qui se passe. Ok. Mais eux, ils ont coupé
ils ont plus la conscience de ce que leurs actes sont néfastes pour l'humain que leurs descendants. Et donc, ils ont pris de la distance vis-à-vis de nous. Mais comment dire, ils ne peuvent pas empêcher une bonne partie de leurs descendants de faire ce qu'ils font, en fait. Je ne sais pas si je suis très claire, mais bon. Si, ça va, j'ai compris. Donc, c'est leurs descendants, mais ils n'ont pas d'autorité dessus? Ou ils ont une Ouais, autorité? c'est comme si c'est comme si celui qui avait créé Frankenstein, il s'était fait rattraper par sa création, quoi. Et tout à l'heure, tu disais qu'ils étaient perçus comme des sages par les Ouais, actuels. un conseil de sage. Mhm. Ouais. Bah, les ancêtres, quoi, la mémoire collective. Ouais. Mais cette perception-là ne sous-entendrait pas d'assujettissement. Enfin, c'est pas parce qu'ils sont sages qu'ils sont écoutés, c'est ça? Non, vraiment, non. Non, ils ont pas pour tous, quoi. C'est sûr. Mhm. Ouais, non, c'est sage dans le sens ancien. Ouais. Ok, ok. Très bien. Eh bien, écoute, nous avons fait le tour des questions de la partie fixe, mais j'aimerais qu'on revienne sur ce que tu as proposé et qu'on aille creuser un petit peu sur ce que tu as perçu. Donc, notamment sur qui ils sont. Donc, tu voyais un ADN mixte. Et alors, comment tu perçois cette origine dans le sens où, alors, on va parler déjà de l'ADN. Tu les percevais comme mixte entre un peu toutes les races qu'on connaît plus aujourd'hui, reptiloïdes, humanoïdes, insectoïdes. Et en même temps, ils seraient leurs ancêtres. Mhm. Comment tu vois cette relation entre ces deux aspects? Entre l'ADN et le fait qu'ils sont leurs ancêtres, bah, c'est l'hybridation. Mais alors, eux sont des hybrides, mais ils sont antérieurs aux formes pures? Non, ils sont l'origine et ils ont, je sais pas comment expliquer. Ils ont des lignées Mhm. et, et les lignées se sont différenciées au fur et à mesure. D'accord, d'accord. Ils ont Ok. chacun des fonctions différentes, mais la fonction d'origine, de base, c'est la même chose, c'est ce que j'avais dit tout à l'heure, la création. Mm. Il y en a qui vont utiliser la génétique, d'autres, voilà, ça se manifeste différemment. Des fois, c'est bien pour nous, puis d'autres fois, moins. Voilà. Mm. Justement, si eux, bon, leur fonction, c'est la création sous toutes ses formes, d'accord? Mais eux-mêmes, tu disais, ne se sont pas créés eux-mêmes. Est-ce que on peut aller explorer un peu par là, c'est-à-dire comment eux ont-ils été créés? Par qui? Eux, c'est la création, c'est la capacité à matérialiser le spirituel. C'est ça leur création. C'est surtout le lien avec la matière, leur côté créatif aux Elohim. Et ça inclut aussi la génétique, tu veux dire? Ok, Oui. ok, d'accord. Ceci tout en n'étant pas eux-mêmes incarnés sur Terre, même à l'origine, c'est ce que tu disais, ils sont uniquement sur le plan éthérique. Mhm. Ok. Mais ils sont capables de se matérialiser. À l'époque, maintenant ils peuvent plus, j'ai pas l'impression en tout cas. Maintenant qu'ils ont les autres pour le faire, ils ont plus besoin. Et en tout cas, ils le font pas, mais ils peuvent se matérialiser, mais très rapidement. C'est pas leur forme originelle, quoi. Alors allons voir comment ils ont été créés justement, eux. Ils n'ont pas de corps sexuel, ça sous-entend qu'ils n'ont pas de reproduction entre eux. Mm. Comment est-ce qu'ils naissent?
par la pensée d'une conscience. Ils sont nés de la pensée d'une conscience plus haute, plus, plus, plus vaste, on va dire ça comme ça. Avec une intention de créer quelque chose de nouveau, d'interagir avec la matière. Voilà ce que je ressens. Est-ce que tu peux l'apercevoir, cette conscience? Ce que je ressens, c'est qu'elle est pas sexy. Il y a des vibrations. Non, il n'y a pas de. D'accord. Je peux pas lui mettre de. Je ressens sa présence, c'est tout. Ni de décodage ADN, ni de perception visuelle. Si, il a des. C'est éthérique, hein, donc. Alors là, c'est plus proche de l'ADN de l'univers. C'est avant les Elohim. C'est très vieux. C'est une conscience qui aurait créé l'univers, pas les univers. Donc, si on reste simplement avec sur la création des Elohim, tu dirais que c'est la même conscience qui les a créés, ou ils sont le fruit de plusieurs consciences de ce type? Non, c'est la même. C'est la même. Mais à des périodes différentes. Elle meurt pas. Oui, tu disais qu'il n'était pas immortel, donc, même si évidemment on n'est pas sur les mêmes échelles que celles qu'on connaît sur Terre. Est-ce que tu perçois, du coup, comment tu perçois, on va dire, l'évolution en termes de nombre de ces Elohim sur la durée? Ils sont. C'est un peu compliqué comme question. Les Elohim en eux-mêmes, ils sont peu nombreux. Ok. Leurs descendants, il y en a de moins en moins, mais ils sont quand même plus nombreux que les Elohim d'origine. D'accord. Mais ils sont en train de mourir. Oui, tu parlais tout à l'heure de certaines formes de dégénérescence avec le fait que finalement ils fonctionnent en cercle fermé, en se nourrissant des énergies de... Ouais, ils essayent de faire autrement, mais comme c'est pas en lien avec l'évolution comme nous on connaît, j'ai l'impression que l'élargissement de leur conscience est limité, quoi. Si on peut réduire à ça. Ils peuvent pas avoir accès en tout cas, leur chemin pour accéder au cœur va être différent que le nôtre. Ils vont pas évoluer du tout de la même manière. Est-ce que tu dirais qu'ils continuent tout de même d'évoluer ou ils sont sur une phase involutive? Là, c'est plus involutif. Là, involutif. Pour moi. Okay. Et bon, c'est que ma vision humaine. Hein. Ok, c'est bien. On n'en demande pas plus. Ok. Et d'accord. Donc tout à l'heure, si on reste là, on a vu donc cet ADN qui serait un peu l'ancêtre des entités qu'on connaît aujourd'hui. Mais quand tu décrivais la forme, tu percevais quand même avec une forme du coup ailée, tu disais. Oiseau, ce serait trop dire ou ça te paraît convenir?
C'est plus pour rappeler leur côté éthérique et le fait qu'ils viennent du ciel, en fait, qui sont liés à l'élément, à l'éther, l'air, qui sont capables de se dissoudre, en fait. Qu'il n'y a pas de matérialité stable. Du coup, est-ce que quand on les perçoit du point de vue terrien, justement, tu disais que finalement, c'est d'eux qu'on parlait quand on faisait référence à tout ce qui était ailé, n'est-ce pas, dans la religion, par exemple. Mm. Donc, est-ce que on peut dire que tout ce que justement on se représente comme ange, archange ou autres dieux ailés, etc., font référence à eux? Oui. D'accord. C'est un signe de, comme je disais au tout début, c'est vraiment un signe de. C'est un rang. Et donc, ça veut dire que ce sont ceux qui enseignent et qui créent, pas forcément qui dirigent, mais qui créent. Et c'est un signe d'ancienneté aussi. Et pour certains, ça peut être aussi un signe de domination, surtout je pense au dragon. Mais là, c'est plus récent, c'est pas les Elohim originels. Parce que bon, la lignée, elle est. Pour arriver à ce moment, il y a pas mal d'étapes. Mm-hmm. Donc le dragon, il serait de l'autre côté de la chaîne parmi les descendants d'une certaine manière, c'est ça, si je comprends bien, avec les entités, d'autres entités que tu as citées tout à l'heure qu'on retrouve aujourd'hui. Mm-hmm. Ok. Et quand tu disais un rang, c'est un rang dans ce qu'on peut voir parfois dans les discours un peu New Age, des rangs de la hiérarchie angélique, archangélique, c'est ça? À ça que tu Ouais, fais c'est référence? ça. D'accord. Ouais. Une idée d'hierarchie. Bah oui, comme eux, ils Ouais. hiérarchisent leur esprit, c'est ça. Mm. Mais c'est pas une hiérarchie à la base de domination, c'est plus d'ancienneté à la base. Mm. Toujours lié à l'idée de lignée, d'ADN, génétique, de sang, tout ça, quoi. De pureté aussi. Ok. Justement, si je suis le fil et que eux sont plutôt, on va dire, du côté des origines de toute cette lignée, on va dire en début de lignée, et tu parlais de pureté, donc ce serait eux qui seraient vers le plus pur. Ouais. Tout à l'heure, quand tu les as décrits, tu disais justement qu'il y avait ce mot d'impureté qui te venait. Plus on va loin dans les lignées, plus ils sont purs en fait au niveau du sang, parce que le sang, en fait, ce que je parlais l'autre fois dans les transfusions sanguines, c'est que le sang s'annule. Comment dire? Plus on mélange le sang, plus ça s'annule. Et donc, je sais pas comment expliquer. Mm-hmm. Plus on va vers les origines, plus le sang, plus, je sais pas comment expliquer. Ok. Non, Ça paraît. Ouais, en tout cas, plus c'est mélangé, plus ça s'annule et plus c'est pur. Je sais pas comment dire autrement, mais. d'accord. Donc tout à l'heure, justement, le terme d'impureté, ça faisait référence à une situation plus récente, si on veut se placer sur une échelle de temps. Ouais, par rapport à partir du moment où ils ont dû commencer à manger leur mort, on va dire ça comme ça, ils mangent mort. Ok. Et avant ça, comment ils se nourrissaient alors, si c'était différent? Ben non, comme ils sont, comme c'est à partir du moment où ils ont commencé à mourir. Enfin, quand il y en a le premier qui est mort, quoi. Je sais pas comment dire ça. Ok, ok, d'accord. Et donc avant ça, ils n'avaient pas besoin de nourriture? Bah, ils avaient pas conscience qu'ils allaient mourir. Et comment ils se nourrissent avant de mourir? Je vois le soleil, l'énergie vitale, quelque chose comme ça. Ouais. Ils se nourrissaient de l'énergie créatrice, de ce qu'il avait créé, comme s'ils, je sais pas, ils faisaient partie d'autre chose. Enfin, Ok, ok, d'accord, très bien, merci.
Je te propose de revenir sur un autre point dont tu as parlé aussi au début, en expliquant que donc effectivement aujourd'hui ils surveillaient et qu'ils avaient été aussi ou qu'ils étaient responsables ou qu'ils étaient chargés, je ne sais pas, tu me diras, d'une espèce de grille autour de la Terre. Est-ce que c'est leur choix, leur création à eux, ou c'est quelque chose qui leur est demandé d'une certaine manière? Bah, disons qu'ils agissent comme les animaux qu'on a sur Terre. Ils agissent. Ils ont un mental, eux, pour faire ce qu'ils ont à faire, mais ils agissent par ce pourquoi ils sont créés. Donc, effectivement, il y a peut-être une idée d'intention de l'énergie créatrice dont on parlait tout à l'heure. Mhm. Après, ils ont quand même le libre arbitre, puisqu'ils ont le choix entre l'ombre et la lumière. Donc, c'est à la fois un choix sans en être un. Donc, c'est leur création, ce qu'ils font autour de la Terre, et c'est lié à l'intention de base de quelqu'un d'autre. Disons qu'ils choisissent la forme et la manière de le faire, mais pas forcément le but. Lié à l'intention de quelqu'un d'autre, c'est-à-dire la conscience qui les a créés, c'est ça que tu veux dire? Oui. Ok. Qui les a voulu créateurs. Oui, Donc. d'accord. Ouais. Ils ont été créés pour ça, pour créer à leur tour, comme toute forme de conscience, en fait. Ils choisissent d'évoluer, en tout cas. Ok. Oui. Et cette grille, et cette ouais. création, justement, cette grille à laquelle tu faisais référence, donc je comprends qu'il y a aussi d'autres formes de création, mais on va rester sur celle-là. Quel impact elle a sur les humains de la Terre? Elle trie les fréquences qui peuvent entrer et sortir de la Terre. Et c'est la grille qu'ils utilisaient au départ pour créer sur Terre. Est-ce qu'actuellement elle est là? Non, elle est pas là. Elle est. Ça fait penser à la couche d'ozone. Elle est plus perméable. Elle est plus perméable dans le sens plus ou elle ne l'est plus? Elle ne l'est plus. Elle ne l'est Parce plus. que les fréquences de la Terre sont différentes qu'à l'époque où ils l'ont créée. Et ça continue d'impacter la Terre? Leur grille? Oui. Ils créent beaucoup moins de choses, hein, donc la création, c'est quand même à un moment donné. Là, c'est plus au niveau de la pensée que ça impacte. Mais là, je dirais pas que c'est du fait des Elohim, c'est plus de leurs descendants. Les descendants utilisent la grille, parce qu'ils connaissent comment ça fonctionne. Ok, je comprends. Donc eux, finalement, ils n'ont plus beaucoup la main sur ce qui se passe sur la Terre. Non, en tout ils cas, ont pas pris la directement. distance. Ouais. Ok. De toute façon, les nouveaux, ils sont dirigés par la peur de la mort. C'est ce que j'ai ressenti. Il y avait quelque chose qui s'est passé à partir du moment où il y en a un qui est mort. Il y a quelque chose qui s'est créé à partir de là. Est-ce que tu peux... Qui a fait qu'il y ait cette espèce de dégénérescence. Comment il est mort, ce premier? Qu'est-ce qui s'est passé, justement? Est-ce que tu peux arriver à percevoir ce moment? Il s'est matérialisé et je vois comme une espèce de boule de feu qui
qu'il pulvérise, il tombe en cendres un peu, quoi. Et c'est l'inattendu qui lui a fait peur, qui a créé une peur qu'il ne connaissait pas. Et le fait d'avoir créé une émotion inconnue, ça l'a déstabilisé et ça a créé... c'est l'origine, comme si c'était l'origine de la peur, tu vois. Une manière de le voir, en tout cas. Et tu veux dire qu'il s'est matérialisé, c'est-à-dire qu'il s'était... Il n'était plus seulement sur le plan éthérique au moment où ça s'est produit? Ouais, il était en train de créer dans un lieu. Je vois une espèce de lieu, ça pourrait être la Terre, hein, et à un moment donné, poum, il y a quelque chose autour du climat qui a fait que ça l'a anéanti, et comme il était matériel, il est mort, il a expérimenté la mort, ça lui a fait tellement peur que il n'a pas réussi à... Quand il a été, j'imagine, près au niveau éthérique, ça a créé quelque chose, dissociation, je sais pas, voilà. Et ça a eu un impact sur les autres Nouvelle émotion, aussi? ouais, sur ses descendants. Ouais. Mais est-ce qu'ils sont peu au début, vu qu'ils vivent très longtemps, et après ça impacte les lignées au niveau des mémoires. C'est comme nous, hein, ils ont les mémoires qui impactent. Est-ce qu'ils En sont même temps, ils sont pas si... Est-ce qu'ils sont connectés entre eux? Est-ce qu'ils sont chacun dotés d'une conscience individuelle? Ouais, ils ont une conscience individuelle et il n'y a que les morts qui sont dans un inconscient collectif. Non, les vieux, hein, les anciens. D'ailleurs, chez les humanoïdes, ça se retrouve aussi plus que dans les autres. Chez les autres, pardon. Si je comprends bien, en gros, au moment de la mort, cette conscience retourne à une sorte d'égrégore collectif. Ouais. Dont ils se nourrissent. Est-ce que cet égrégore est aussi alimenté uniquement par ces morts, donc entre eux, ou bien il est alimenté aussi par justement les croyances des humains, les cultes qu'il peut y avoir au niveau religieux dans lesquels ils apparaissent? Ouais, c'est alimenté aussi par ça, effectivement. C'est le même égrégore, tu dirais? Mais c'est beaucoup moins fort pour les Elohim que pour les entités actuelles. C'est quand même moins fort. Parce que les Elohim, c'était une époque antérieure. Donc, mais c'est vrai que comme ils sont l'origine, ça revient à eux de toute façon, mais moindre, quoi. Justement, au moment un peu plus des origines, est-ce que l'aspect religieux sur Terre existait déjà? Avant qu'ils arrivent? Non, quand ils étaient là, mais au début, ceux d'origine, on va dire, les premiers. Aujourd'hui, je comprends qu'ils sont finalement là que de très loin et donc impactés, enfin en lien de façon indirecte via leurs descendants. Mais si on remonte aux origines, avant qu'il y ait justement ces embranchements avec les races qu'on connaît aujourd'hui. Pour moi, ils sont l'origine des cultes du soleil et aussi de la déesse mère. Au début, il n'y a pas de déséquilibre des énergies, mais le culte du soleil va prendre dessus après. Parce qu'il a été masculinisé. Enfin, au début, il ne représentait pas forcément le masculin. Pas comme ça que je le ressens. Et tu disais qu'il y avait justement cet aspect-là dans leurs énergies aussi, cette arrivée ou ce développement du patriarcat ou d'une forme de domination, justement. Bah, c'est eux qui sont l'origine de ça, ouais, à travers leurs descendants. Par la peur de la mort, justement. Et des émotions. Donc, en gros, cette peur de la mort que le premier aurait expérimentée a non seulement eu un impact très fort sur eux et sur la suite de ce qui leur est arrivé, mais aussi sur les différentes formes de vie sur Terre, sur le plan éthérique, en tout cas. Bah, sur nous. Sur nous aussi, donc sur le plan matériel aussi.
Ça va Tout à jusque dans le fait. physique? Ah bah oui, oui. Ok. Ok. Dans les cultes du soleil, il y a aussi souvent, en tout cas dans les anciens cultes, des sacrifices. Est-ce que c'est lié à eux, ça? Sacrifice. Leurs descendants, ouais. D'accord. Donc c'est plus tardif, on pourrait dire Mhm. ça? C'est ça? Ok. Ok. Donc si je résume ce qu'on a dit, tu me dis si ça te parle. Les Elohim, tu les perçois comme à l'origine des présents uniquement sur le plan éthérique et finalement les ancêtres des entités qu'on a aujourd'hui, des entités qui étaient aussi à l'origine de certains cultes, de certaines formes de religion humaine. Mm. Et Tu voulais aussi les ancêtres de certaines lignées humaines aussi. Ah, est-ce que tu peux détailler un peu plus cet aspect? Bah, étant donné qu'il y a on va dire essentiellement les reptiliens, non, les reptiliens, on va dire, qui ont fait des hybridations avec nous, indirectement, on est lié à eux. Hein. Il y a des êtres hybrides, il y a une hybridation très vieille sur Terre. Donc, voilà. Au plan éthérique, tu parles ou au plan physique? Non, sur les deux plans. Sur les deux plans. Ok. D'où les différents sangs qui existent sur Terre. C'est lié au climat, mais aussi aux hybridations. Ok. Eh bien, écoute, je trouve qu'on a déjà fait un bon tour de la question. Et donc, c'est beaucoup d'informations un peu dans plein de domaines. Donc, je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Et je te propose donc de te retrouver, toi, dans ton espace, ici et maintenant. Prends une profonde inspiration. Je vais compter de 1 à 3. Et à 3, tu seras parfaitement de retour. Mais avant, je dis 1 et tu te déconnectes complètement de tout et de tous. Toutes les scènes, tous les êtres, toutes les énergies que tu as perçues, toutes hors de ton espace. Tu te retrouves, tu réajustes tes fréquences comme elles te conviennent. Choisis une ou plusieurs fréquences qui te nourrissent pour te préparer à revenir. Du calme, de la joie, de l'énergie. À 2, tu ressens ton corps, toute cette énergie et ces fréquences positives que tu as générées se répandent partout dans ton corps et le raniment. Ton corps est plus léger. Tu peux commencer à bouger tes mains, tes pieds, te ressentir. Et à 3, tu peux ouvrir les yeux quand tu te sens prête. Et je te remercie beaucoup pour cette enquête. J'arrête là Toi aussi, merci. l'enregistrement. Mhm. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata, la percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima,
Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla e poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso, ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi
investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano, e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri, o gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi, e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e che più ne è più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere
cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente,
verrà sicuramente manipolata ad altri livelli, ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari c'ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico, che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure. Ciao.